Mesdames, messieurs, les membres du jury, adversaires, bonjour. À la réception du sujet, j'ai tout de suite cerné la gravité du thème que je devais traiter. C'est un honneur pour moi de débattre aujourd'hui sur une telle question. Sur une telle question sociétale qui finalement m'émeut profondément. Je me suis posé la question, est-ce réellement ma place de me positionner pour l'euthanasie? Qui suis-je pour donner l'idée de bouleverser notre droit? Qui suis-je pour dire que l'euthanasie est une solution d'apaisement alors qu'elle va entraîner la mort d'un patient dont je ne connais ni l'histoire et dont je ne ressens pas ses souffrances? Je me suis même demandé si le fait d'être l'avocate de l'euthanasie ne cachait pas en moi une vraie barbare. L'euthanasie peut se définir comme la pratique visant à provoquer la mort d'un individu atteint d'une maladie qui lui inflige des souffrances morales et ou physiques intolérables. Nonobstant, sa pénalisation de ce dernier a provoqué autour de nous beaucoup trop de suicides. Chantal Sébir, que vous avez certainement vu sur Internet, avec le visage totalement déformé. Pierre-Étienne Cholet-Tour, 43 ans. Carole Bouzon-Bredeau, 56 ans. Adélaïs Griffo-Verger, 27 ans. Solal Fland-Trévor, 34 ans. Tous ces noms ont préféré le suicide lorsqu'on leur a refusé l'euthanasie. À toutes les questions que je me posais précédemment, je vais vous répondre que je ne suis personne. Non, je suis personne. Mais que cependant, je veux être aujourd'hui la porte-parole de tous ces défunts, car on leur a refusé une mort digne. Je vous présenterai donc maintenant mes arguments pour l'euthanasie. Vous savez, aujourd'hui, en devant débattre, j'en ai perdu ma voix. J'en ai plus aucun mot. Et j'ai une question à te poser, justement. Est-ce que, au sein de ce débat, tu me permettrais de te tutoyer? Oui. Merci. Voilà. Mais je te laisse te présenter et introduire le sujet, si tu le souhaites. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as cité, notamment sur Madame Sedib. Madame Sedib était une souffrante qui a eu de nombreuses déformations physiques. Sa tête était totalement défigurée et elle a choisi donc de se suicider. Mais en acceptant le suicide, notamment pour elle, ne serait-il pas une forme de discrimination envers cette personne et le non-respect de la dignité? Et j'irai même plus loin, le mot est fort, mais de les considérer comme des déchets entre guillemets de la société, et notre rôle ne serait peut-être pas-il mieux de les aider, de les convaincre et de faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Et comme M. Hawking, qui est un des plus grands physiciens, qui fait toujours autant de thèses et qui est très trapégique, et ça ne l'empêche pas d'avancer, d'aller vers les gens, faire de nombreux débats, etc. Alors, merci tout d'abord pour ta parole et ta question. C'est pour ça aujourd'hui je vais quand même me permettre de plaider en une euthanasie finalement qui est réglementée. Je ne suis pas là justement pour défendre l'euthanasie à tout va, pour défendre les dérives qu'il y a pu y avoir dans le monde. Donc, voilà, je vais plaider aujourd'hui, j'espère que vous m'écoutez bien, pour un droit à l'euthanasie dès la naissance, tout comme le don à l'organe, qui est un droit acquis dès la naissance. Je continue. Finalement, si on acquiert ce droit dès la naissance, les adultes, ainsi que les majeurs, ainsi que les mineurs, émancipés, pourront se rétracter. Les mineurs émancipés, je propose aujourd'hui devant vous
qui puissent se rétracter dès lors qu'ils ont atteint un âge de discernement. C'est-à-dire dès lors qu'ils font preuve de raison pour pouvoir se rétracter de l'euthanasie, un droit finalement qui leur serait initial. Je n'exclus pas toutefois les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs incapables. Pour eux, finalement, s'il arrive s'ils se retrouvent face à une maladie incurable, je défends le droit que les familles puissent intervenir, accompagnées du corps médical. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, devant vous, je défends une euthanasie réglementée avec un grand R, et non pas des dérives. Bon, premièrement, tu n'as pas répondu à ma première question. Je t'ai parlé de discrimination, tu es parti sur un autre sujet. Ok. Deuxièmement, tu as parlé Pour moi, au fond, il n'y a pas de discrimination. Tu as parlé de maladies incurables, entre guillemets, de dernier ressort. Tu fais du sport? Oh oui, oui, j'en fais énormément. Tu en fais en haut niveau? Oui. Imaginons que dans 3 jours, peut-être demain, tu as les championnats d'Europe. C'est le cas. C'est le cas. Je te félicite. Et sur le chemin pour aller à l'université ou pour aller à l'aéroport, tu te blesses. Gravement. Enfin, gravement. Et on te propose qu'une solution pour que tu puisses aller à cette compétition, c'est de t'injecter quelque chose qui te ferait apaiser ta douleur, pour que tu puisses y participer. Est-ce que tu le ferais? Mais là, quand je parle d'euthanasie, je tiens à préciser que pour moi, l'euthanasie devrait être autorisée et réglementée que lorsque tu es face à une maladie incurable. Et ce que j'entends par incurable, c'est que tu n'as pas d'issue possible pour continuer à vivre. Pas d'issue possible, il y a ce qu'on appelle les soins palliatifs, et on remarque que dans tous les pays où les soins palliatifs sont développés, il y a une baisse de la demande de mort. De deux, dans les pays où l'euthanasie est légalisée, il y a de multitudes de dérives. Je prends le cas de la Belgique. Nous avons des personnes qui sont fait euthanasier, notamment des meurtriers. Donc si nous acceptons d'euthanasier les meurtriers, pourquoi pas rétablir alors la peine de mort? Ça pourrait être une issue possible. Alors là, je compte m'arrêter parce que ce n'est pas le thème de ce débat. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas Robert Badinter, je suis pas en 1981 et je ne suis pas devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, moi, je suis Mélissa Baïd, modeste étudiante en droit et seulement en 2e année. Tout ce que je demande à défendre, chers camarades, c'est un droit à l'euthanasie. L'euthanasie et la peine de mort, pour moi, n'ont rien à voir. Non. Et ça a tout à voir comme avec ce qui s'est passé aussi dans le passé. Je pense que tu l'as étudié, la Deuxième Guerre mondiale. Hier, M. Macron a fait réunir les 3 grands représentants des religions en France, notamment le grand rabbin, et qui a évoqué ce qu'on appelle le Code de Nuremberg. Le Code de Nuremberg, c'est une jurisprudence internationale pénale qui interdit à tout médecin de pratiquer des soins, entre guillemets, qui ne provoquent pas la mort, car l'euthanasie était utilisée par ces nazis dans les camps de concentration. Donc je pense quand même que ça pose un réel problème et ça pourrait porter certains préjudices pour certaines communautés. Enzo, si j'entends bien ce que tu me dis, et vous aussi, cher public, tu es en train de mêler l'euthanasie à la peine de mort. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Est-ce que je peux répondre? Oui. Merci. Alors, merci de me donner la parole. Tu considères qu'une personne sur son lit d'hôpital a commis une infraction? Tu considères qu'elle a fait quelque chose de mal envers la vie? Je te montre les dérives et les limites de ta thèse, et j'irai même peut-être plus loin. En les cautionnant, légalisant, entre guillemets, l'euthanasie, parce qu'aujourd'hui en France, c'est à 80% illégal, mais il y a un article 4 de la DDHC qui dispose que la liberté de choix ne doit pas nuire à autrui. Et en France, il y a des gens pour et des gens contre. Nous payons des cotisations sociales. Ces cotisations sociales sont reversées sous forme de prestations. Et il y a des personnes qui vont demander l'euthanasie. Donc par conséquent,
ils vont faire jouer leurs prestations sociales afin d'être remboursés. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'en fait, les personnes qui sont contre paieraient des prestations sociales afin de financer la mort. Et là, ça serait contre, je pense, l'article 4 de la DDHC qui dit que la liberté de choix ne doit pas nuire à autrui. Et là, nous nous retrouvons dans un débat, si je peux dire, socratique, où les deux arguments se vaut, mais le réel problème n'est pas dans ce qu'on vient d'évoquer. Mais nous, Français, dans notre belle démocratie, en France, on n'a pas la chance au final. Moi, je considère qu'on a la chance d'avoir un très beau code civil, un code napoléonien. Et ce code ne dit pas, ne dispose pas à son article 16 que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte. Je peux terminer? Oui. J'aimerais respecter l'article, merci. Toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Merci. Je voulais le terminer. Nous, je parle de l'article 16 sur la dignité humaine, et j'ai noté un autre article aussi sur le Code de la santé publique, la loi 99-477 de 1997, qui dispose que les soins palliatifs agissent afin de sauvegarder la dignité humaine. Ne penses-tu pas qu'il y a quand même certaines contradictions entre cet article 16, que si on le porte envers l'euthanasie serait une forme de discrimination, et j'insiste dessus, mais aussi il serait contraire à certains autres aspects, et notamment tu revendiques un droit de mourir, mais c'est contradictoire car aussi tu revendiques un droit à la vie. Excuse-moi, mais là je suis en train de comprendre